Bonsoir à tous et merci de faire démarrer votre soirée en notre compagnie. C'est le grand rendez-vous. Ce soir, nous aurons 4 plateaux suivis du journal. Le journal qui viendra à 19h45 exactement. Nous aurons bien sûr à parler, bien sûr, sur les différents plateaux d'agriculture familiale, d'endométriose, de télévision terrestre numérique. Et puis, il sera question également des fêtes communautaires. Les détails après la météo. Et nous saluons donc tous nos téléspectateurs d'Ifani à travers la carte postale qui a suivi donc la météo ce soir. Mesdames et messieurs, l'agriculture reste l'un des piliers majeurs de l'économie béninoise grâce à la dominance de l'agriculture familiale qui est au premier rang, bien sûr, de la liste de ses variantes au Bénin. L'invité de Monde Agricole nous présente le comment ça marche de l'agriculture familiale. L'endométriose est une maladie dont souffrent plusieurs femmes en silence, bien évidemment. Même la médecine n'est pas encore arrivée à bien cerner les contours, c'est-à-dire les causes, manifestations et prise en charge de cette maladie. Une béninoise rompt le silence et partage avec nous sa douloureuse expérience ce soir. Le Bénin, riche de par sa culture, les acteurs misent également sur les fêtes communautaires pour pouvoir donc promouvoir cette richesse. Les fêtes communautaires vues comme outil de promotion culturelle à la base, c'est sur Horizon Culture dans un instant. Et puis le Bénin se prépare au changement de son système de diffusion TV, le passage de l'analogique à la télévision numérique terrestre sème beaucoup de confusion dans la tête des téléspectateurs, mais l'expert de ce grand rendez-vous vient nous expliquer la TNT de façon terre à terre. À suivre donc dans un instant et n'oubliez surtout pas que le grand rendez-vous, c'est également le journal qui viendra à 19h45 et puis cette édition vous sera présentée par Nadège Sani. Bonsoir Nadège. Bonsoir Simgaba. On se retrouve tout à l'heure à 19h45 avec quel menu? Merci à vous, Asiom. Les startups ont besoin de financement pour développer leurs innovations, mais très peu d'investisseurs s'intéressent à elles. Que faire pour motiver les investisseurs? La question sera abordée dans ce journal. On parlera également de la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique au Bénin. L'application de cette loi est-elle entrée dans les habitudes? Vous en saurez un peu plus dans cette édition. Et pour finir, les personnes atteintes d'albinisme ont formulé un plaidoyer au cours de la 3e réunion du comité technique spécialisé pour le développement social en Afrique. Plus de précisions dans le 1945.
Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation des titres. Rendez-vous tout à l'heure à 19h45 pour le développement de ces titres. Mesdames et messieurs, si vous êtes sur le grand rendez-vous, suivez-nous tout de suite au monde agricole. Monde agricole ce soir parle d'agriculture familiale. Il paraît que c'est la plus pratiquée dans le secteur au Bénin. On verra tout ça dans un instant. On aura également les arguments de l'invité de Monde agricole. Mais avant, on suit d'abord cet élément. L'exploitation, surtout exploitation agricole familiale, il faut entendre par là que c'est un type d'exploitation qui met au centre le chef d'exploitation. Le chef d'exploitation qui est parfois essentiellement qui est le chef de famille. Ça peut être un homme ou que ça peut être une femme. Toujours est-il que ça soit dans le ménage, c'est le chef de ménage qui est en même temps le chef d'exploitation. Sur ce type d'exploitation, les gens utilisent beaucoup plus la main-d'œuvre familiale. Ça peut être les fils, l'épouse, l'époux, les cousins, les cousines, la tante, etc. Essentiellement les gens de la famille qui travaillent sur cette exploitation-là et qui souvent ne sont pas rémunérés. Ce n'est d'ailleurs souvent pas quantifié dans les comptes d'exploitation à l'origine, au départ. C'est avec un certain nombre d'accompagnements que les gens commencent par comprendre qu'effectivement la main-d'œuvre familiale devrait être quantifiée. Mais ce n'est pas seulement exclusivement de la main-d'œuvre familiale, il faut voir également de la main-d'œuvre ouvrière qui peut être sollicitée en appoint. En dehors du fait qu'il faut reconnaître que ça occupe jusqu'à plus de 70% de la production des exploitations qui existent aujourd'hui. Même parfois d'autres font, certains statistiques parlent même de près de 80%. Ça veut dire qu'au Bénin actuellement, c'est l'exploitation agricole familiale qui est l'exploitation la plus dominante. Ça veut dire que tout ce que nous produisons en termes de vivrières, en termes industriels, tout ça là, ça provient des exploitations agricoles familiales. C'est une agriculture essentiellement pluviale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une agriculture qui est basée sur les paramètres naturels, notamment la pluie. Ça veut dire que cette agriculture est pratiquée essentiellement en comptant sur la pluie qu'il y aura au cours de la saison. Et oui, après donc ces propos recueillis par Martial Gbetoro, on revient donc en plateau pour parler de cette agriculture, l'agriculture familiale. On se demande si c'est un avantage pour le Bénin, le fait que cette agriculture soit dominante, bien sûr, dans ce secteur au Bénin. On va discuter, bien sûr, de la question avec le docteur Barnabé Hunkanri, qui est enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, spécialiste en géographie rurale. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Karamata Guataou. Assume, bonsoir. On retrouve la patronne de la rubrique Agriculture sur BB24 ce soir sur Monde agricole et pour parler de l'agriculture familiale. Je suis bien flattée quand on sait que nous sommes quand même un certain nombre à traiter des questions agriculture sur cette chaîne de télévision. Merci quand même à vous, Assume Gaba. Docteur Barnabé Hunkanri, je ne vais pas dire ce qu'il a déjà dit. Vous êtes spécialiste en géographie rurale. On va parler de l'agriculture familiale. Est-ce que vous partagez le point de vue du monsieur qu'on a entendu dans l'élément tout à l'heure, qui disait que l'agriculture familiale est la plus répandue ici au Bénin? Est-ce que vous êtes d'avis avec lui? C'est une bonne question d'être en accord avec lui, c'est un constat. Il a dit ce qu'il sait de l'agriculture familiale, il dit que c'est la dominante. On comprend, il faut partir de ce qu'on n'entend pas agriculture familiale. L'agriculture familiale, c'est toute exploitation agricole basée sur la famille. C'est peut-être le père, le chef du ménage qui est le chef de l'exploitation et il se fait aider dans le champ par ses enfants, par son épouse, par les membres de la famille. La main-d'œuvre utilisée est familiale. Et c'est ce type d'agriculture que bien des gens pratiquent au Bénin pour nourrir la population. Donc je ne
dirai pas je suis contre ou je suis pour. Nous partons de l'explication simple de ce que c'est que l'agriculture familiale. Et est-ce qu'on peut savoir un peu les critères qui entourent un peu cette forme d'agriculture-là? Oui, en réalité, vous voyez, il y a des exploitants agricoles qui ne font pas de l'agriculture familiale. Les exploitants agricoles, leur ambition, c'est de faire de l'agriculture une entreprise qui puisse donner à manger aux membres de la famille, procurer de l'argent à d'autres qu'on peut utiliser à d'autres fins. Alors que l'agriculture familiale a 3 objectifs spécialement. L'agriculture familiale veut nourrir les hommes, l'agriculture familiale veut lutter contre la pauvreté et l'agriculture familiale cherche à préserver l'environnement. Ce qui n'est pas forcément le cas lorsque nous sommes dans une exploitation à grande échelle. Lorsqu'un exploitant agricole veut faire, lui va prendre des hectares, il va enlever tout ce qu'il y a comme végétation et il va installer une parcelle de culture. Dans ce cas, il ne préserve pas l'environnement comme l'autre. Son objectif n'est pas exactement comme celui qui fait de l'agriculture familiale. Et sur quel type d'étendue on peut installer son exploitation agricole pour la qualifier de familiale? Non, on ne va pas forcément prendre l'étendue de l'exploitation pour parler de l'agriculture familiale. Une famille peut avoir jusqu'à 20 hectares. Mais si c'est une famille qui a jusqu'à 20 hectares et que l'agriculture qui se fait, c'est pour nourrir la famille, on peut ne pas exploiter tout le domaine qu'on a pour la seule fois. On va mettre une partie en jachère, on exploite un autre côté, et ainsi de suite. Ou bien on va faire une rotation de culture sur ce qu'on a. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Un exploitant agricole, lui, choisit de faire peut-être du maïs et du manioc, et il le fait sur une grande exploitation, et c'est destiné essentiellement à la commercialisation. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre l'agriculture industrielle et celle familiale? L'agriculture paysanne ou l'agriculture familiale, c'est pour l'autoconsommation d'abord. L'autoconsommation d'abord. L'autre, c'est à but lucratif. C'est une activité agricole. Et lui, par exemple, l'exploitant agricole a besoin de la main-d'œuvre agricole. Cette main-d'œuvre agricole peut venir de toutes parts. Alors que pour l'agriculture familiale, la main-d'œuvre agricole vient de la famille. Ce sont les enfants, ce sont les épouses. Mais il peut arriver, qui recrute, comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, de façon précise ou bien de façon ponctuelle, quelques ouvriers. Mais c'est vraiment de façon ponctuelle. Un exploitant agricole, lui fait toujours recours. Ce n'est pas lui qui fait le champ. Il a le domaine. Il met en exploitation. Il recrute des gens qui viennent travailler dans le champ. L'agriculture familiale, on retrouve plus les membres de la famille dans le champ en train de travailler. Et on travaille d'abord pour l'autoconsommation. Mais pour l'autoconsommation, oui, allez-y. Encore que ici, au Bénin, quand on parle de famille, c'est beaucoup plus large que sa petite famille, c'est-à-dire ses enfants. On s'en va demander aujourd'hui. Il y a les neveux qui sont là, et il y a même des cousins et autres, des cousines si vous qui viennent tous aller travailler dans ce dedans. sens, vous risquez de dire que l'agriculture n'est pas familiale. Parce que chef de ménage, combien de chefs de ménage avons-nous encore qui prennent d'autres personnes? Est-ce que la famille le père, la mère, les enfants? La mère et les enfants. Or, de par le passé, lorsque vous parlez des exploitations familiales, vous allez voir, c'est peut-être le grand-grand-papa qui est le chef de famille et tous les enfants travaillent dans le même champ. Il n'y a pas d'individualisme. On n'a pas, comme on fait aujourd'hui, où quand vous avez un certain âge, votre papa vous lègue une partie de ce qu'il a. On a assisté au morcellement des parties. On laisse à chacun, il le fait pour se nourrir sa petite famille et non la grande famille. C'est vrai que si... Mais est-ce qu'on arrive justement, c'est vrai pour la petite famille, mais est-ce qu'on arrive à emblaver de nombreux hectares pour une durée donnée? Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est de pouvoir assurer une sécurité alimentaire dans le temps. Oui. Est-ce qu'avec ces petites exploitations, on peut atteindre cet objectif quand même? Il y a un problème qui se pose. Voilà. Le problème de l'agriculture aujourd'hui, c'est le problème d'espace. Vous savez, la terre n'est pas élastique, mais la population augmente d'année en année. Et le nombre d'actifs agricoles également évolue avec le temps. Et il faut que tous ces actifs agricoles aient les parcelles de culture. Si on prend aujourd'hui ce qu'on appelle l'indice agrodémographique, c'est-à-dire la part de terre qui revient à un actif agricole, cet indice diminue d'année en année. Et c'est grave parce qu'il y a des gens qui ont peut-être plus de volonté à mettre en exploitation des terres, mais qui n'ont pas d'espace. Cela a beaucoup de corollaires.
les jachères autrefois observées qui permettent de renouveler la fertilité naturelle du sol, la jachère n'existe plus. Et donc, si vous ne faites pas de la jachère, vous devez exploiter le même espace tout le temps, vous risquez de faire recours aux engrais chimiques, ce qui ne préserve pas l'environnement. Voilà. Alors qu'une agriculture familiale préserve l'environnement. Si vous avez un espace, vous faites en sorte, vous faites peut-être ce qu'on appelle l'assolement. Vous prenez une partie pour telle chose, vous prenez une autre partie pour telle, et après... On fait la rotation. Non, la rotation, c'est différent de l'assolement. J'ai 1 hectare, par exemple, je vais faire de l'assolement. Je vais diviser peut-être en 2. Je dis, je prends ce côté pour faire... des arachides, par exemple. Puis, je prends ce côté pour faire du manioc cette année. Et quand je fais de l'arachide quelque part, je sais que les débris de l'arachide, lorsqu'on fait la récolte, peuvent servir à fertiliser le sol. Donc, l'année qui va suivre, je vais faire une rotation sur cet espace en utilisant peut-être du maïs. Et je crois que c'est ce que je disais là tout à l'heure. Oui, on fait de l'assolement. On peut, dans l'assolement, faire de la rotation. De la rotation. Mais l'assolement est différent de la rotation. D'accord. Alors, je voudrais savoir, aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut pas faire de l'agriculture. C'est vrai qu'on parle même déjà de l'agriculture hors sol, mais la base aussi d'une agriculture, c'est déjà d'avoir un espace, n'est-ce pas? Alors, l'agriculture intensive, elle utilise, qu'on le veuille ou non, des engrais chimiques, et celle-là qui préserve l'environnement, dont vous êtes un des défenseurs, c'est l'agriculture familiale ou l'agriculture paysanne. Alors, est-ce qu'on ne travaillerait pas ou on ne gagnerait pas à travailler à rendre beaucoup plus performante l'agriculture familiale, à régler ce problème de rendement? Parce que c'est là le bas blesse à ce niveau-là. Lorsque vous voulez aujourd'hui que l'agriculture donne un meilleur rendement, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Ce qui nous empêche d'avoir le meilleur rendement, ce n'est pas que la pluie, c'est aussi le sol, c'est aussi les paramètres sociaux. Il faut considérer tout ce qui entre en jeu pour que nous puissions avoir un rendement au point. Qu'est-ce que nous faisons de notre agriculture? J'ai un espace, je n'ai pas d'autre. Je n'ai même plus la possibilité parce que les modes d'accès à la terre sont en train, et il y a certains modes qui sont en train de disparaître. Les dons n'existent plus pratiquement dans aucune région au Bénin. Où vous avez besoin de faire de l'exploitation agricole, on vous cède une parcelle, vous l'exploitez comme vous voulez et jusqu'à quand vous voulez. Ce n'est plus possible parce que le nombre d'actifs agricoles augmente. Et donc, si vous avez 1 hectare, vous devez faire tout pour vivre avec cet hectare. Vous êtes obligé de surexploiter cette terre. Vous lui demandez de donner plus qu'elle devrait vous donner. Elle va se fatiguer. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de trouver des moyens d'utiliser des engrais organiques aujourd'hui parce que nous épuisons nos terres, ça c'est une réalité, et de trouver il y a ce qu'on appelle les plantes améliorantes qui permettent d'améliorer la fertilité des sols. Et utiliser aussi le système de rotation. Il y a par exemple les niébés, lorsque vous mettez du niébé quelque part, l'année qui suit, lorsque vous retournez les débris dans les bions, cela permet de fertiliser le sol. Parce que l'utilisation d'engrais chimiques est un danger pour la planète. On le sait. C'est dans ça que l'agriculture industrielle se met dans la plupart des cas. Donc, vous recommandez quoi? Vous proposez quoi? Il vaut mieux aller vers les engrais organiques et aller vers les stratégies de gestion de la fertilité des sols. Parce que il y a bien des connaissances en matière de gestion de la fertilité des sols chez nous au Bénin. Et c'est parce que l'agriculture familiale est en train de perdre de ses valeurs que ces pratiques sont en train de disparaître, laissant place à l'agriculture industrielle. En tout cas, la question, elle est tout entière aujourd'hui. C'est vrai que tout le monde ou les acteurs agricoles se battent pour aller de plus en plus vers une agriculture qui préserve l'environnement et qui donne beaucoup plus en rendement. Mais la question est de savoir, est-ce qu'avec les engrais naturels, on peut arriver à emblaver assez de superficie et avoir d'énormes rendements? On pourrait revenir sur la question avec vous, Dr Onkarin, si vous permettez, puisque nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Hachim Gaba. Merci beaucoup à vous, Karamata Batao. Merci également au Dr Onkarin. On espère bien vous retrouver sur ce plateau. En tout cas, par rapport à votre dernière question, il a bien répondu. On peut mieux faire en utilisant bien évidemment donc les engrais organiques pour préserver bien sûr notre environnement et avoir également de très bons rendements. Merci à vous. À très bientôt. Le grand rendez-vous va continuer. Cette fois-ci, on va se retrouver tout simplement dans notre temple de la culture avec bien sûr
Florent Eustache-Ressou, avec qui nous allons parler des fêtes communautaires. C'est Horizon Culture. Horizon Culture, aujourd'hui, nous parlons des fêtes communautaires vues aujourd'hui comme outil de promotion de la culture à la base. Comment arriver donc à renforcer ces initiatives au Bénin? On va vous exposer bientôt ces techniques-là dans un instant. On suit d'abord le reportage. Les fêtes communautaires sont une occasion pour les filles et fils des communautés et localités de se retrouver, d'échanger et de mieux se connaître. Au Bénin, on en compte plus d'une dizaine. La plus ancienne date de 1921. Il s'agit du Novicha. En 1919, notre feu père Adolphe Nyassouna Akpa, après des voyages dans la sous-région, il a constaté qu'il manquait un peu de ferveur au sens de la fraternité. Il a fini par en parler à un autre frère. À trois, ils ont mûri l'idée de tout faire pour rassembler, resserrer les liens de fraternité entre les peuples Pla et Kweda, d'abord de l'extérieur. Et ensuite, ils ont dit, mais pourquoi ne pas l'étendre à toutes les communautés, quel que soit leur lieu de résidence? Mais au-delà des simples retrouvailles, ces réjouissances se muent désormais en un véritable coup de fouet pour le développement. Nous avons réalisé beaucoup d'œuvres. Depuis que nous avons commencé, on construit chaque année des écoles, des modules de classe, des salles de laboratoire. Dans les années 1940, il y a eu la crue du fleuve Mouno, du lac Ayémé. Il y a eu en même temps, et dans la même période, une érosion côtière très prononcée qui a abouti même au déplacement de 3 villages. Les parents en ont profité pour dire, mais pourquoi délaisser cela? Ils ont pris l'initiative de construire un marché ici, qu'on appelle aujourd'hui le marché Maga. Ça a été l'une des premières réalisations de l'association Novicha. Qui parle du Dahomey, c'est l'histoire de plus de 12 monarchies royales. Si vous allez à Abomey aujourd'hui, vous allez voir la réhabilitation du palais du roi Guézo à Danzoundi, la réalisation du palais du roi Rugbadia, c'est grâce aux Allemands pendant le festival qu'on a eu plus de 120 millions. La réhabilitation du palais du roi Akaba, d'accord? Une partie du palais du roi Glélé. On a réhabilité des temples vaudous qui font partie de ce patrimoine dont je parle, le temple vaudou de Nouveau. Ça a été réhabilité. Nous avions fait ressortir des rites et danses qui étaient oubliés, qui n'existaient pas. Les fêtes communautaires s'enracinent de plus en plus. Leur implication dans la culture est la preuve que le développement n'est pas que l'affaire de l'État. Voilà, donc on a parlé du Novicha, on a parlé également un peu du festival d'Anjomé, des exemples de fêtes communautaires qui permettent en tout cas de valoriser les cultures de ces régions et des initiatives de ce genre. Il y en a plein au Bénin, mais comment renforcer cela, puisque pour les acteurs, c'est un outil de promotion de culture à la base. J'espère bien que le grand frère Florent Eustache-Ressou nous en dira plus, puisque une longue expérience dans le secteur culturel au Bénin qui vient partager avec nous ici ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir également à vous, Yasmine Damata. Assimi Ngaba, bonsoir. La pleine forme ce soir, j'espère. Toujours. Alors, donc, il est question de parler des fêtes communautaires. Dans votre région, on fête quoi déjà? Oui, mais oui. Oui, mais oui. Ah, d'accord. Donc, oui, mais oui. Puisque c'est Porte Nouveau, donc... Même temps, oui, mais l'allié. Oui, mais oui. Assimi Ngaba, bien, on va parler des fêtes communautaires. Je rappelle qu'au-delà d'être journaliste, Florent Eustache-Ressou est également doctorant en socio-anthropologie. Oui. Alors, Florent Eustache-Ressou, par quoi déjà on peut définir une fête communautaire? Une fête communautaire, d'abord, il faut saluer les téléspectatrices et téléspectateurs de 24. L'homme est un produit social et qu'on le veuille ou pas,
on a besoin à des moments donnés de se mettre ensemble, de parler, de se manifester à travers la culture. Parce que la culture, c'est tout ce qui retrouve l'homme, c'est tout ce qui regroupe l'homme, c'est l'expression communautaire. Donc, lorsqu'on parle aujourd'hui de fête communautaire, c'est une manière pour les peuples. Vous avez suivi tout à l'heure dans l'élément témoin que c'est des gens qui étaient à l'extérieur et qui semblaient perdre leur identité. À un moment donné, ils ont dit, écoutez, restons ensemble de l'extérieur, et c'est de l'extérieur qu'ils sont venus à l'intérieur. Et vous avez vu, on ne peut pas, le développement macro doit commencer par le niveau micro. C'est donc à travers de petits regroupements que ça commence, et surtout par la culture, parce que lorsque vous voyez la définition de la culture dans la charte culturelle du Bénin, même l'économie fait partie de la culture, même la politique fait partie de la culture. La preuve, c'est que nous ne faisons pas la politique comme les Togolais, nous faisons la politique comme les Béninois. Comme les Béninois. Mais quelles sont les différentes activités qu'on peut retrouver dans une fête communautaire? Non, toutes les activités, vous allez voir l'art culinaire, vous allez voir comment on s'habille. La culinaire, comme le dacouin. Comme le dacouin. C'est de chez vous, à Grand Popo, comme à Grand Popo, etc. Donc vous allez voir quelles sont les formes d'expression, quels sont les modes de vie de l'individu. Ces fêtes communautaires-là font la promotion de cela. Ça fait la promotion de l'homme dans son existence au quotidien. L'homme mange quoi? On ne trouvait pas la même chose à Comé qu'à Porto Novo, ou à Waya, ou à Dassa, ou à Yonpeng, ou à Sokolobo. Lorsqu'on dit festival Marie, on est sûr de trouver de liant pilé et de la sauce d'arachide. Lorsqu'on parle de fêtes communautaires à Comé et environ, on est sûr de voir du dancoin, de Roland, et puis, pour ne pas dire viande de case. Qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, mais vous mangez quoi là-bas? Quand on dit oui, on doit avoir ralin, on doit avoir du bon ralin, on doit avoir de la cassave, viande de porc, de la cassave. Et puis tout ce qui entoure. Les porcs font leur deuil quand il y a le wémékoui, parce que c'est la viande la mieux Ils font leur deuil. La mieux consommée. Moi, je pense que c'est des expressions très importantes pour le développement culturel, parce que la culture part déjà de là. On ne va pas parler politique, mais on peut même dire, pour ne pas aller loin, que même l'expression politique prend sa source là, parce que c'est lorsque les gens commencent par réussir ces rassemblements assez intéressants qu'ils prennent du volume ailleurs. Et comment participe-t-elle réellement au développement de cette communauté alors? Oui, quand vous prenez par exemple, je ne vais pas lâcher ce très bel élément témoin qui fonde notre intervention, c'est que lorsque ces fêtes-là augmentent, il y a la diaspora qui descend. Et quand la diaspora descend, c'est des transactions financières, c'est beaucoup d'argent. Même quand il y a fête, moi j'étais à l'avant-dernière édition de Wémékoui, les gens je crois que ça s'est passé dans une grande école, dans un lycée, qui a été occupé sur une très grande dimension. Les gars de vélo ont mangé, les gens qui vendaient tout. Pendant ce temps, ça a duré peut-être 2 ou 3 jours, c'est des centaines de millions qui passent, parce qu'il y a des gens qui viennent en vacances pour ça, parce que des gens font venir des investisseurs pour ça, parce que lorsque je suis d'Awaya et qu'on veut faire Awaya, par exemple, que je suis à Paris, eh bien, je fais venir mes frères, et ça peut donner lieu à de sérieuses initiatives. Même les industries de textile également. Hein, on choisit des tissus pour ça. On choisit des tissus qu'on vend parce que c'est beaucoup d'argent. On ne peut pas évaluer ce que donne une fête communautaire. C'est beaucoup d'argent. Et vous savez, nous ne nous évertuons pas trop à fouiller dans ces trucs-là. C'est en cela que je dis merci à BE24. On est tous branchés sur la politique. Mais lorsqu'on prend chaque compartiment de cette fête-là, de ces fêtes communautaires-là, je pense même que c'est ça qui fait les hommes politiques, parce que, je l'ai dit, c'est à travers la culture, et je n'aime pas laisser tomber la définition de l'Ivoirien Komo Ekrou, qui a écrit un livre formidable qu'il a intitulé « Les morts qui ne veulent pas mourir ». Il a dit que la culture apparaît plus essentielle à l'homme que l'économie, qui n'est d'ailleurs qu'un élément de la culture des peuples. Donc je disais au départ que la politique est un élément culturel. Donc l'économie est aussi culturelle, et l'économie de chaque région
plonge ses racines dans l'expression, dans le sérieux et la rigueur de ces expressions. On a vu M. Bonou parler tout à l'heure. C'est un grand homme économique, c'est un grand opérateur économique. Je ne sais pas s'il est encore allé à la politique, mais l'organisation de Wemenhui fait de lui aujourd'hui une figure incontournable dans l'Ouémé et le plateau. Alors, c'est ce qu'on constate quand on parle de ces fêtes communautaires. Il y a une peur qui se retrouve autour de ces fêtes-là. C'est que la nouvelle génération qui se dit, ben, écoutez, si tu vas au village, c'est que les gens vont te tuer et tout le reste. Et donc, il y a quand même une bonne frange de la population qui fuit et qui ne participe pas, bien sûr, à ces fêtes-là. Non, vous parlez de l'acculturation. L'acculturation n'est pas que relative aux fêtes communautaires. Il y a des gens qui sont durement acculturés. Ils le seront à vie. Personne ne pourra rien contre. Mais lorsque ces fêtes-là vont continuer, parce que vous allez voir maintenant qu'il y a un regain de ces fêtes-là, quand ça va continuer... Il y a même le Cotonou déjà, même ceux qui sont à Cotonou. Il y a même ceux qui sont à Cotonou. Oui. Est-ce que si vous êtes à Cotonou et qu'il y a le Cotonou, que vous allez refuser de venir? On est obligé de fêter alors. Non, je crois que ce n'est plus un grand sujet. Je crois qu'avec la mondialisation, nous sommes obligés d'aller vers les autres avec ce que nous avons. Et donc, on ne sera plus de grandes stars en acculturation. On sera obligé de revenir à notre culture pour pouvoir exister, pour pouvoir avoir une identité, parce que nous sommes des Béninois. Et quand on est Béninois, on vient d'un coin et on appartient à une fête communautaire à partir de ce moment-là. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de fêtes communautaires. Est-ce que ça dit que toutes ces fêtes sont vraiment du sérieux? Non, le mot sérieux, excusez-moi, ça ne me plaît pas. Lorsque les gens de BB24 décident de se mettre ensemble chaque année à une date pour fêter, est-ce qu'on peut dire si c'est sérieux ou pas? Non. Le fait même d'accepter de se mettre ensemble pour célébrer ce que nous mangeons, notre manière de nous habiller, notre manière de mlako, la manière dont on mlako des damantaï, des gabas, tout ça là, vous pensez qu'on peut dire que ce n'est pas sérieux? Et c'est ça qui est même très sérieux et même si on peut en avoir 10 000, ce sera véritablement des festivals assez formidables pour permettre à nos enfants de connaître notre culture et de s'y enraciner. Donc on peut déjà retenir qu'une fête communautaire, c'est le lieu d'éduquer et le lieu également de développer notre culture, d'apporter un plus à notre économie. Absolument, parce que c'est quand les enfants commencent à participer à ça qu'ils savent désormais comment on fait. C'est en participant à cette fête-là maintenant qu'on sait que, moi je sais comment on fait une panégyrique clanique, on sait que je suis à Rantoun, à Lé ou Tchototovi, Sogana, Donovi, la Kubo, Sorono, etc. Et c'est quand je vais là-bas qu'il est temps de dire ça et j'apprends ça aussi, pas à Cotonou. Merci beaucoup, Eustache Kessou. Merci, oui, vous venez quand même partager avec nous à Cotonou. C'est l'essentiel. Oui, voilà. Et c'est à Cotonou aussi. Et à Cotonou aussi désormais. Merci beaucoup à vous. Florent Eustache reçoit à très bientôt sur ce plateau de Horizon Culture, sur le grand rendez-vous qui cette fois-ci va donc vous expliquer la télévision numérique de façon terre à terre. Oui, c'est la rubrique Expert qui démarre. Oui, le Bénin se prépare donc au changement de son système de diffusion TV, le passage de l'analogique à la télévision numérique terrestre sème beaucoup de confusion dans la tête des téléspectateurs que vous êtes. Et là, il est question de vous expliquer donc la TNT de façon terre à terre ce soir, mesdames et messieurs. Et pour nous y aider, nous avons invité M. Parfait Ganti, qui est électronicien, qui est également avec nous ici à la télévision nationale. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Grava. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation avec vous ce soir. Il est question d'expliquer donc à nos téléspectateurs la TNT de façon terre à terre. Oui. Attaquons tout de suite la définition de la TNT. Ça veut dire la télévision numérique terrestre? La télévision numérique terrestre, oui. C'est quoi si on doit l'expliquer à nos téléspectateurs? Bon, pour aller de manière simple, je crois qu'il faut aller au départ en commençant par la télévision analogique, oui. Le système de réception. Si vous voyez bien au niveau de la poste téléviseur, derrière, il y a quelque part où on a mis RF, entrée antenne. Et puis, c'est ça qui se raccorde directement à l'antenne en haut. Et ces antennes, les antennes en râteau,
comme on a l'habitude de le dire. Nous, techniquement, nous l'appelons des antennes Yagi. Yagi. D'accord. Donc, ces antennes, à l'intérieur de chaque poste téléviseur, il y a un composant que nous appelons tuner. Et quand le câble descend, ça attaque ce tuner-là à partir d'une fiche que nous mettons. Et à l'intérieur de ce tuner, tout se joue à l'intérieur de ce tuner. C'est-à-dire que l'information est reçue de l'antenne sous une forme d'enveloppe. Tout est dans une enveloppe. Et c'est le tuner qui se charge d'enlever la vidéo, de l'audio, et puis de l'envoyer dans les différentes parties du poste téléviseur, l'écran et puis le son pour écouter. Le principe aujourd'hui au niveau de la TNT est, je dirais plutôt, je vais ajouter qu'au niveau des postes téléviseurs, au niveau du tunnel du composant même, et à chaque station lui est attribuée une fréquence. Je prends le cas de l'OATB, c'est les 215.25, GOV 700, ainsi de suite. Mais au niveau de la TNT, ce ne sera pas la même chose. Toute cette télévision, ces chaînes de télévision seront regroupées, seront mises sous une seule fréquence. Ah oui. Exactement comme ça se passe. Toutes les chaînes seront sous une seule fréquence. Et techniquement, on appelle ça multiplexage. Ce sera regroupé sous une seule fréquence. L'exemple, nous suivons déjà l'exemple depuis un moment. Vous voyez le décodeur Strong. À partir d'une fréquence donnée, dès que la parabole est bien positionnée, nous avons une multitude de chaînes qui sont situées sur cette fréquence. C'est exactement la même chose qui va être faite au niveau de la TN. Donc, toutes ces chaînes privées, que ce soit publiques, vont converger vers un point et on va faire le multiplexage. Et à partir de votre antenne Yagi, vous attaquez un décodeur parce que en évoluant, ces tuners sont des tuners analogiques. Avant d'évoluer, on a en place maintenant des tuners numériques. Puisque tous les postes téléviseurs n'ont pas ce tuner, je crois que les constructeurs ont prévu un décodeur exactement grand public, comme les Strong. Et à partir de ça, avec notre antenne Yagi, on attaque et on lance la recherche, mais en bande KU. Non, en bande UHF. UHF. Alors, si je comprends bien, pour expliquer de façon terre à terre à nos téléspectateurs, c'est-à-dire tel qu'on reçoit le signal des télévisions avec le décodeur Strong, mais à partir du satellite. Mais à partir du satellite, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'installer des antennes paraboliques. On va installer des antennes Yagi, les ratos. Les antennes simples. Donc on va remplacer donc les antennes paraboliques par les antennes simples et on aura décodeur. Il faut dire aussi que les antennes paraboliques sont installées vers le satellite. Pendant ce temps, les antennes Yagi là, seront installées vers le centre émetteur numérique. D'accord. Donc c'est pour cela qu'on installe donc des pylônes partout. Voilà. Ok, donc c'est de ces pylônes-là que les antennes Yagi vont capter l'information enveloppée sous une fréquence. Et dès qu'à l'intérieur du décodeur, le décodeur enlève l'enveloppe. Techniquement, nous appelons modulation, des modules, et puis la vidéo. Et puis à partir de ce décodeur peut avoir des sorties AV, audio-vidéo, ou des sorties HDMI. Plus numériques. Ça dépend de l'attaque que va poser. Même si vous avez un vieux poste téléviseur qui a une entrée AV et que vous sortez en AV du décodeur, vous l'attaquez, vous avez les mêmes images. Alors, il est question aujourd'hui, la principale question que se posent les téléspectateurs, c'est quoi? Est-ce qu'il faut forcément changer son poste télé pour avoir donc ce signal? On n'est pas. Est-ce que quand les décodeurs sont sortis, des gens qui ont des postes téléviseurs continuent d'utiliser les postes télévision Gogo, non, voilà. Donc, c'est quoi? Ça veut dire que à partir de ce décodeur TNT qui va sortir, qui sera mis sur le marché, on peut, à partir de ce décodeur, avec notre antenne Yagi, on attaque exactement. Même si vous avez un strong, vous enlevez, vous déconnectez le strong, vous mettez ce décodeur en place et lieu. Vous aurez les images de la tête. C'est votre antenne, antenne râteau. Voilà. Avec la seule fréquence, vous avez toutes les chaînes, que ce soit Golf. Ce n'est plus comme dans le temps où il faut positionner, chercher Golf, mais sur sa fréquence, canal 3. Non, ce n'est plus la même chose. Plus ça. Tout est allé vers un point. Et dès que l'antenne est posée sur l'émetteur, vous ramassez toutes ces chaînes-là. Dès que vous lancez la recherche, mais en bande UHF. En bande UHF. Donc, c'est ça, en fait. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Puisque avec les paraboles, on fera ça désormais avec les antennes Yagi. Simplement. Oh là là. C'était vraiment compliqué dans la tête des téléspectateurs. C'est qu'il faut changer de poste téléviseur. Non. À la longue, on peut changer de poste parce qu'il y aura des écrans plats qui seront mis sur le marché avec un format
qui va correspondre à la réception exacte, c'est-à-dire au niveau de ces écrans, on va mettre des tunnels adéquats. Alors aujourd'hui, on vous demande bien d'acheter des postes téléviseurs, que c'est ça qui est bon pour la télévision numérique, à la TNT, et donc ça, c'est les télévisions TNT et autres. Et du coup, on a même sur le marché des postes télé qui ont des décodeurs internes. Est-ce que ces décodeurs-là seront... Ces décodeurs internes sont des décodeurs pour réception satellite. Ce n'est pas des décodeurs. Il y en a, effectivement, il y en a des fois, vous allez voir TNT, mais je me dis, est-ce que ces décodeurs qui sont dedans sont taillés pour recevoir notre système de TNT spécialement fait pour le Bénin? La même chose est faite dans d'autres pays, on ne connaît pas. Parce que déjà, le format, nous, on s'est un peu intéressé au niveau du décodeur TNT que le constructeur StarTime a mis en place. On a vu qu'ils sont dans un format qu'on appelle le format H265. Donc, est-ce que voilà. Ainsi de suite. Donc, on se pose vraiment beaucoup de questions à ce niveau. Sinon, c'est de sortir en HDMI du décodeur que le gouvernement ou bien le gouvernement aurait mis en sur place pour pouvoir attaquer le poste téléviseur. Le poste téléviseur. Voilà. Tranquillement, donc on comprend bien donc au niveau des téléspectateurs qu'il n'y a pas vraiment grande difficulté. On n'a pas vraiment besoin de changer son poste téléviseur. Maintenant, à la longue, pour avoir, puisqu'il y a aujourd'hui, la vidéo a évolué, on a des formats qui ne correspondent plus, puisque ces postes téléviseurs étaient en 4 tiers, en format 4 tiers, donc il y a aujourd'hui des 16 et 9, des formats plus évolués. Peut-être pour donner une bonne définition, avoir une bonne définition de l'image, tout ça là. Ça peut nous amener à changer. Mais celui qui n'a pas les moyens, qu'il a déjà son poste téléviseur à Gogono, comme tu le dis là, en attendant qu'il ait les moyens d'acheter, avec son décodeur, il peut attaquer son poste téléviseur et recevoir les mêmes chaînes. Tranquillement. Tranquillement, avec son antenne. Yagi. Mais pourquoi est-ce qu'il faut passer maintenant à la TNT, quitter l'analogique pour quel avantage vous ne voyez pas l'avantage? L'avantage, c'est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, dès que, avant, si à des moments donnés, même si vous êtes dans une position, votre maison se trouve dans une position où Golf est ici, Canal 3 derrière, OTB, il faut tourner l'antenne, on insère parfois 3 antennes. Aujourd'hui, avec la TNT, pour nous qui sommes techniciens, ça nous réduit le boulot. Il suffit que ton antenne soit bien positionnée sur l'émetteur de TNT. Une seule fréquence. Une seule fréquence dedans, vous ramassez toutes les chaînes. OK. Et là, les téléspectateurs risquent de payer beaucoup pour avoir donc ces décodeurs-là, ou vous ne maîtrisez pas encore ces questions? Vraiment, ce n'est pas encore mis en service. Mais on a déjà essayé d'expérimenter. Et c'est bon. Et en matière donc de qualité d'image, est-ce que ça va vraiment changer? Il n'y a rien à dire. Par rapport à la télévision analogique, la qualité d'image est meilleure. Meilleure. Au niveau bien sûr de la TNT. Au niveau de la TNT. Meilleure même. Très meilleure. Très meilleure. Et donc, et aussi que vous ayez une télévision, c'est pas écran cathodique ou écran plat, vous aurez la même qualité d'image? Vous aurez la même qualité d'image. Vous aurez la même qualité d'image, mais en termes de définition, celui qui a un écran plat, qui a la possibilité d'aller en format 16:9, tout ça là, on va mieux apprécier les images chez lui. Mais vous aurez toujours les mêmes images venant du centre émetteur. Du centre émetteur. Même du centre de production passant par le centre émetteur. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de format 4 tiers, de format 16/9, pour les télévisions cathodiques, un peu plus, les postes anciens, c'est qu'il n'y a pas ces variations-là. C'est souvent en 4 tiers ou carrément. C'est 4 tiers carrément. Et au cas où les gens vont diffuser en 16/9, est-ce qu'il n'y aura pas de déformation des images? Vous aurez une réduction de l'image au niveau de l'écran. Au niveau de l'écran. Forcément, ou une image, pour des postes téléviseurs, l'image est zoomée, la tête est plus chaude là. Mais pour un poste téléviseur qui a tous les formats à l'intérieur, même si c'est ça, vous prenez la téléphone, vous allez à l'intérieur, vous pouvez changer le format pour se conformer à la format
le haut format d'envoi depuis le centre de production. Depuis le centre de production. Vraiment, merci beaucoup à vous, Monsieur Parfait Ganti, d'être venu nous expliquer vraiment la TNT de façon terre à terre. J'espère que vous avez compris également, hein, chers téléspectateurs, on comprend. Avec la TNT, c'est juste une seule fréquence, mais c'est ce qui se fait déjà. Bon, sur le terrain, seulement que les paraboles seront remplacées par les antennes râteaux, tout simplement pour avoir toutes les chaînes en une seule fréquence ici au Bénin. J'espère que j'ai bien récapitulé. Bien récapitulé. Merci beaucoup. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Mais pas avec des décodeurs. Il ne faut pas que les gens se trompent. Okay. 7 décodeurs TNT seront mis sur le marché. La suite du grand rendez-vous, c'est bien sûr à la rédaction de BB24. Nadège Sani nous y attend pour le journal. C'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Développer une start-up nécessite des levées de fonds. C'est un risque envisagé par très peu d'investisseurs. Que faire pour augmenter la culture de l'investissement chez les start-up? On en parle dans ce journal. Il y a environ un an, la loi sur le bail à usage d'habitation domestique a été votée au Bénin. Quel bilan peut-on faire à ce jour? Réponse dans un instant. La troisième réunion du comité technique spécialisé pour le développement social en Afrique s'est tenue en Éthiopie. Au menu des échanges, le sort des personnes atteintes d'albinisme. Un plaidoyer a été formulé. On en parle dans un instant. La culture de l'investissement dans les startups préoccupe de plus en plus les innovateurs et acteurs économiques. Des propositions et moyens d'action se mettent en place pour permettre aux start-upers de profiter des incubateurs et des apports des petites et moyennes entreprises aptes à prendre des risques. Cela passe par un dispositif idoine de financement et d'investissement. Comment développer la culture de l'investissement chez les startups? La réponse avec Mathieu Soukeno, Ulvaïs Balogun et Rebecca Adjinako. Comprendre la particularité de l'investissement au sein des startups est de plus en plus une nécessité. Très souvent, les entraves que rencontrent les innovateurs sont le résultat d'une défaillance de culture de l'investissement. Quand on parle d'investissement dans les startups, on ne parle pas d'investissement dans une entreprise classique ou dans une entreprise traditionnelle. C'est un investissement long qui n'a aucune garantie de succès parce qu'il y a beaucoup d'aléas, mais qui est nécessaire parce que quand ça va marcher, il y a une capacité de croissance qui est très rapide et je peux générer énormément de revenus. Situation dubitative, elle ne réconforte pas les banques qui, en temps normal, doivent être fixées à court terme. Conscients de cette difficulté, des alternatives sont en jeu et un regard prometteur tourné vers les petites et moyennes entreprises à des fins plus prometteuses. La problématique aujourd'hui, c'est le manque d'investissement dans les PME et les startups. Alors, il faut qu'on réfléchisse à trouver des solutions innovantes, telles que la création de fonds d'investissement, la création de Angel Network, c'est-à-dire des personnes physiques qui décident de mettre une partie de leur patrimoine à la disposition de quelqu'un qui est un porteur de projet. Et également, cette personne peut aussi mettre son expérience à la disposition de cette entreprise. En 2050, le taux de croissance démographique va passer à 2,4 milliards en Afrique, ce qui entraînera plus de 450 millions d'employés et une disponibilité de 220 millions d'emplois. Un entrepreneur qui est bien accompagné, c'est un entrepreneur qui crée une entreprise durable. Donc c'est plutôt une mise à niveau qui est à réaliser, parce que l'argent finalement on se rend compte qu'il est plus ou moins là, avec des disparités selon les pays et les niveaux d'avancement des projets. Mais c'est plutôt de faire rencontrer les deux et que l'un soit prêt et l'autre aussi. C'est de mettre à niveau les incubateurs pour qu'ils puissent s'appuyer sur ces fonds d'investissement ou sur ces business angels, qui est un nouveau moyen de financement, les deux, pour donner après de l'argent aux bénéficiaires, donc aux entrepreneurs ou aux startups.
Réseau de business, cartographie d'acteurs de financement, lisibilité des initiatives, fonds d'investissement, autant d'étapes à franchir par un start-upper pour lancer son innovation. Pour l'heure, le Bénin s'attelle à mettre en place le dispositif pour renforcer la formation et l'assistance technique des jeunes innovateurs. Qu'il vous souvienne, le 24 avril 2018, la loi portant régime juridique du bail à habitation domestique a été votée et promulguée. Ce document définit clairement les conditions de location des biens immobiliers et fixe la caution à 3 mois de loyer. Un an après sa mise en vigueur, qu'en est-il de l'application de cette loi? Est-elle entrée dans les habitudes? Edwija Gosso, Baudelaire Kanchede et Patrick Adjagbodjo sont allés faire le constat dans la cité d'octroi de l'université d'Abomey-Calavi. Steve est étudiant. Ça fait presque 1 an qu'il est locataire dans cette maison. Le contrat de location qui le lie à son propriétaire respecte les prescriptions de la loi du 24 avril 2018 qui fixe la caution à 3 mois de loyer. Et la chambre dans laquelle je suis, j'ai payé 3 mois de caution à mon propriétaire comme les tests l'exigent. Même constat d'une concession à une autre. Les propriétaires commencent à intégrer progressivement l'esprit de la loi. Avant d'entrer dans la chambre, nous avions payé 3 mois de caution, ce qui équivaut à 45 000 francs. Ça fait 15 000 francs par mois. Dame Sylvie est propriétaire d'une dizaine de chambres destinées à usage d'habitation domestique. Chez elle, l'application stricte de la loi est non seulement à l'avantage du locataire, mais aussi du propriétaire. Ça arrange tout le monde, ça arrange aussi les locataires parce qu'il n'y a pas l'argent. Avant, c'est à cause des IBO, je vois que des fois on prend 1 an d'avance, 6 mois. Si on prend les 3 mois, c'est sous forme de dette pour nous. Si les locataires veulent quitter la chambre, on doit encore rembourser. Pourtant, il y a des voix dissonantes. Par exemple, dans notre cas maintenant, on a constaté qu'on a donné maintenant 3 mois à notre propriétaire. Et on a ajouté maintenant 1 mois maintenant pour les démarcheurs. Et ça, ce qui fait 4 mois. Notre propriétaire nous a pris 6 mois. Je dirais pas 6 mois, je dirais peut-être aussi 7 mois parce que le démarcheur qui nous a amenés dans la maison nous a pris aussi 1 mois de plus, ce qui nous revenait à 7 mois au total. Et on lui a fait remarquer, mais lui il nous faisait comprendre que chez lui c'est à prendre ou à laisser. Soit vous voulez prendre ou vous ne voulez pas. Nous avons loué juste derrière le campus dans la zone Zogbadje. Version corroborée par Dame Sylvie. C'est les propriétaires qui sont avant qui n'aiment pas rembourser parce que c'est du vol. Ils n'aiment pas parce qu'ils voient qu'ils ont déjà bouffé l'argent. Donc de payer, c'est difficile pour eux, quoi. Promulguée le 2 juillet 2018, la loi portant régime juridique sur le bail à usage d'habitation domestique peine à entrer dans les habitudes. Du 1er au 5 avril 2019 s'est tenue à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, la 3e réunion du comité technique spécialisé pour le développement social, le travail et l'emploi. Entre autres questions abordées, le sort des personnes atteintes d'albinisme. Franck Ronsa, membre de la délégation béninoise, nous parle ici du plaidoyer qui a été formulé lors de la rencontre. Il est au micro de Edwige Agosso et Lazare Migan. L'objectif de cette réunion est de faire un plaidoyer auprès de l'Union africaine afin que cette institution adopte le plan d'action régional pour l'albinisme comme annexe au protocole à la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux droits des personnes handicapées. Puisque ce protocole mentionne les personnes atteintes d'albinisme, il est de bon ton quand même que le plan d'action régional y soit annexé. C'était pour nous l'occasion de pousser le comité à proposer donc l'adoption de ce plan d'action régionale par le Conseil des ministres des Affaires sociales qui s'est tenu à Addis Abeba. L'une de nos recommandations phares, que l'Union africaine désigne un sachant atteint d'albinisme qui s'occupe de des questions de l'albinisme en son sein et que ce sachant-là ait pour tâche aussi de
de travailler avec les pays afin que les pays aient un représentant de l'albinisme au ministère des Affaires sociales ou bien au ministère des personnes qui s'occupe des personnes handicapées dans chaque pays. Le Fonds monétaire international revoit à la baisse ses perspectives de croissance 2019 et 2020 pour l'Afrique subsaharienne. C'est ce qu'indique l'institution dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales publié cette semaine. D'après les nouvelles données, la croissance de l'Afrique subsaharienne devrait s'accélérer à 3,5% en 2019 et à 3,7% en 2020. Le FMI indique que les nouvelles projections sont motivées par plusieurs facteurs, notamment la baisse des prévisions pour le Nigeria et l'Angola. Cérémonie d'incinération de drogue et de produits prohibés à Kalouak au Sénégal. Une quantité importante de drogue d'une valeur de 2 milliards de francs CFA ont été saisis chez les trafiquants. Les forces de défense et de sécurité de la zone centre collaborent pour mieux protéger les populations. Claire Diop. Saisie record de 16 kg de méthamphétamine, soit une valeur marchande de 2,6 milliards de francs CFA, 50 tonnes de produits impropres à la consommation, aussi 5 tonnes de drogue. Ces résultats ont été obtenus grâce à la synergie des actions des forces de défense et de sécurité de la zone centre. Cette cérémonie d'incinération a eu lieu en présence du procureur de la République et des membres du comité de sécurité. Nous avons voulu, d'une part, symboliser l'attachement que nous avons pour nos populations, pour notre jeunesse, mais également l'engagement des forces de défense et de sécurité à défendre, dans un premier temps, l'intégrité du territoire, mais surtout à défendre nos populations contre ce genre d'agression. Parce que introduire du chanvre indien dans le pays, il n'y a pas pire agression que celle-là. Introduire des produits impropres à la consommation et empoisonner nos populations, là également il n'y a pas pure agression. Protéger les populations au mieux, un des objectifs de la douane, mais aussi du service régional du commerce. Un contrôle strict est fait au quotidien pour plus de sécurité. Et c'est dans le cadre de cette mission de sécurisation relativement à notre rôle, à notre action de lutte contre la fraude, que nous sommes amenés à effectuer parfois des saisies. Et comme on vient de le souligner, il s'agit de saisies records qui portent sur des produits et marchandises prohibés. Nous avons des serviettes hygiéniques, mais nous avons également un important lot de piles de contrefaçon qui sont de nature également à porter un sacré coup à l'équilibre des entreprises qui font dans la production de certaines marques. En 2018, sur un objectif de 3 milliards, la douane de la zone centre a réalisé 7 milliards de recettes. L'objectif est entre autres de protéger contre toute agression. La collaboration des populations est déterminante dans cette dynamique de lutte. Ces dernières sont appelées à avoir la culture du contrôle des produits de consommation en faisant plus attention aux dates de péremption fixées par l'industriel, car il y va de leur santé. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Allez, merci beaucoup à vous, Nadège Tsoni. Donc, à demain avec Agnès Bello sur le grand rendez-vous. Pour le compte de ce soir, messieurs et dames, nous allons à présent ouvrir une page de partage d'expérience avec vous sur le grand rendez-vous. C'est sur la rubrique Nature et Bien-être. Ce soir, ça parle d'endométriose sur le grand rendez-vous sur Nature et Bien-être de façon précise. Il sera question, bien sûr, de partage d'expérience par une béninoise qui rompt le silence et partage avec vous donc sa douloureuse expérience en souffrant, bien sûr, d'endométriose. Mesdames et messieurs, on suit d'abord cet élément qui illustre le sujet. J'entends souvent parler des règles douloureuses. Les gens en parlent autour de moi, mais moi-même personnellement, je n'en souffre pas. C'est la première fois, moi, je viens d'entendre ça. Je n'ai jamais eu cette information, je n'ai jamais entendu ça une fois. C'est la première fois.
Et non, il faut pour calculer date célèbre trop longtemps les mains à mon règle. C'est un assez prendre précaution. Mais il y a d'autres vies, il y a si pas vu mettons. Des belles règles, mais mon trop lourd, comédien ou lui, mais de toi, on a amassé. Donc, amassé, nous, mais sinon, Toto dit, mais moi, fin du mois, au Jaïo, mais non, c'est ça. Mais après, on a deux inconvénients. Bon, ça est dit, on peut dire, il a opéré ton. Ça est dit, mais ils sont règles, ils ont opéré ton, ils sont gros problèmes, mais qu'à sortir. Parce que ils ont opéré, nous trompons, on s'offre nous, docteur, donc nous et très, nous mina décollé, mina gré nous qui guérit tout le temps. Donc, docteur dit donner, et que nous monde mais il est tout bon, ils ont mon mais il y a quand même caca dit, il faut que moi aussi, je suis découragé parce que à ce temps, j'en entends parler. J'ai même vu des personnes qui ont souffert de ça. Et c'est vraiment atroce. Je sais que ça a des conséquences graves. Moi, quand ça m'arrive, je prends des calmants. Parfois, je prends un médicament que maman m'a prescrit. Une tisane, quoi. Donc, parfois, je prends aussi des antibiotiques pour calmer le mal de ventre. Selon moi, quand tu as les règles douloureuses, ça dépend. Ça dépend de la manière dont tu as mal en fait. Quand c'est trop dépassé, on peut aller à l'hôpital. Bon, endométriose, ce thème, je ne maîtrise pas trop. Voilà, on vient donc en plateau après cet élément micro-tutoriel, Vox Pop carrément sur l'endométriose. Beaucoup en savent peu, sincèrement. Ce soir, on va vous aider à en savoir davantage sur donc, cette maladie avec l'expérience de Nadège Abigoun, qui est personne atteinte bien sûr d'endométriose. Bonsoir Nadège. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre courage et d'avoir accepté de venir partager votre expérience. Vous avez choisi tout simplement de rompre le silence et nous, on se dit c'est une occasion bien sûr de partager cela avec les téléspectateurs, n'est-ce pas, Nadège, Rose Danondé, bonsoir. Bonsoir, Assion Gaba. C'est vrai, hein, j'ai fait avec deux Nadège ce soir déjà, Nadège Sandi, Nadège Abigoun, je reviens en plateau avec vous ce soir pour parler d'endométriose et vous avez décidé tout simplement de faire partager cette expérience avec les téléspectateurs de l'endométriose, une douloureuse expérience de Nadège. C'est sûr. Elle va nous partager son expérience, nous dire ce qu'elle a vécu, d'où est-ce que ça a commencé. Mais il faut préciser à ceux qui n'ont peut-être pas suivi Nature et bien-être de la journée du mardi qu'on avait déjà un médecin, bien sûr, gynécologue, le docteur Comlan, excusez-moi, Gossou, qui a présenté un peu la maladie, ses manifestations, et puis il a brossé un peu les types de traitements, beaucoup plus la chirurgie. Donc avec vous, Madame Adigoun, on va parler beaucoup plus de votre expérience. Vous avez suivi le report, la vie des citoyens de la rue. Vous souffrez de la maladie depuis combien de temps? Près de 19 ans maintenant. Wow. 19 ans, hein? Oui. Près de 19 ans? Oui. Et vous l'avez su comment? Je n'ai su que l'année dernière que j'avais l'endométriose. J'avais les douleurs, mais je ne savais pas ce que c'était. Je me posais des questions, j'ai essayé de voir un peu partout, mais bon, on se dit que c'est normal d'avoir les douleurs pendant les règles. Donc, à chaque fois que tu vas voir un gynéco, c'est juste des calmants ou des hormones pour essayer de régulariser le cycle, de diminuer la douleur et tout ça. Mais ce n'est que l'année dernière que j'ai su que je souffrais de l'endométriose. Mais ça faisait déjà 19 ans. Et les traitements que les médecins vous prescrivaient et tout, est-ce que vous sentiez vraiment qu'il y avait une amélioration, une satisfaction? Non, pas vraiment. En plus, c'est des traitements qui fonctionnent peut-être sur un mois, sur un cycle. Et le cycle prochain, il fallait encore trouver un autre traitement, un autre calmant. Et il y avait aussi des tisanes que j'utilisais. Parce que quand la médecine ne donne pas ce que tu veux, tu te tournes vers ce que nous avons en Afrique. Mais les tisanes aussi ont leurs effets négatifs. Parce que pour moi, ça a plus permis à la maladie d'évoluer. Ça ne l'a pas régressé, mais ça a été l'effet contraire.
Parce que dans les tisanes, c'est souvent, on me dit non, c'est sûr, c'est un problème hormonal, il faut augmenter le taux d'hormones dans ton corps, c'est pour ça que tu as tant de problèmes. Alors qu'au contraire, il fallait diminuer le taux d'hormones, arrêter les règles. Donc j'ai fait tout le contraire. Donc finalement, les médecins aggravaient la situation sans le savoir. Non, pas les médecins, les tisanes. Parce que les médecins, eux, par contre, c'est juste des pilules pour calmer un tant soit peu. Mais ça ne calme pas en réalité. Donc il fallait associer. Bon, j'associais parfois 3 à 4 antalgiques en même temps. Ça te soulage pendant quelques heures et ça reprend. Donc tu reprends les mêmes antalgiques où tu dois te faire des injections après une heure donnée, tu dois faire une injection. Et avec tout ça, comment, si on vous demande à vous de qualifier la maladie, cette expérience que vous vivez encore, je dirais, qu'allez-vous dire? Il n'y a pas de mots. Il n'y a vraiment pas de mots pour expliquer ce qu'on ressent. Quand une jeune fille qui a mal au point où elle se dit « il vaut mieux que je m'ouvre le ventre pour voir ce qu'il y a dedans ou pour que j'ai la paix », il n'y a vraiment pas de mots, quoi. C'est atroce. Mais aujourd'hui, vous avez quand même eu un traitement, c'est vrai. Mais le médecin qui vous a prescrit le traitement, lui, comment il a su que c'est de l'endométriose? D'autant plus que tous les médecins gynécologues que vous avez rencontrés pendant, je dirais, 19 ans, n'ont pas pu détecter le mal. Comment lui, il a su? C'est pas parti d'un gynécologue, c'est parti d'un pédiatre. C'est un ami médecin qui m'a écrit un jour. On s'écrivait, on échangeait sur WhatsApp. Il me dit, mais écoute, il vaut mieux aller voir ton gynéco et lui demander de te faire des analyses, tout ce qu'il faut, pour voir si ce n'est pas de l'endométriose que tu souffres. Il n'était même pas au Bénin, il était en Chine pour un stage quand il m'a écrit. Donc c'est comme ça que c'est parti. Je suis allée voir mon gynécologue, je lui en ai parlé et finalement c'était ça. Donc si c'était pas que l'ami a eu l'idée, j'aurais continué à souffrir. Donc c'est vous-même qui avez attiré l'attention du médecin sur une probable endométriose. Oui. Oh là là. Ça s'est passé comme ça. Franchement, finalement, le médecin, quand il a constaté la chose, quelle a été sa réaction? Il était surpris parce que, bon, il fallait juste y penser. Voilà. On n'y avait pas du tout pensé. On a fait d'autres analyses, on a fait plein de choses. Puisque je n'ai pas été chez un seul gynéco. Quand au bout d'un certain temps, je n'ai pas le résultat que j'espère, je change carrément de gynécologue. Parce que je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un manque d'informations, un truc du genre. Donc finalement, c'est un autre gynéco qui ne me suivait pas du tout, c'est vers lui que je suis allée et je lui ai parlé, on a fait tout ce qu'il fallait et c'était vraiment l'endométriose. L'endométriose, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est juste l'année dernière que vous avez été informé vraiment que c'est de l'endométriose. Mais sur les 18 années, vraiment dans le noir, excusez-moi, dans l'ignorance à vivre vraiment cet enfer. Quelles étaient les manifestations de la maladie de façon précise? Bon, ça commence souvent par des douleurs. Et c'est des semaines avant les menstruations. Vous avez des semaines avant? Oui, ce n'est pas pendant. Ce n'est pas pendant. Pour moi, au départ, c'était 2 jours avant. Les premières années, c'était 2 jours avant, toute la durée des menstruations, 2 jours après. Mais à la longue, c'est passé de 2 jours à 1 semaine, d'1 semaine à 2, de 2 semaines à 3 semaines, ce qui fait que dans un mois, je n'avais qu'une seule semaine pour moi. J'ai 1 semaine avant les menstruations, la semaine des menstruations, la semaine d'après, je dois souffrir. Et j'ai juste 1 semaine par mois pour vaquer à mes occupations. Pour vous sentir sans douleur. Oui. Ou durant cette semaine, c'est pas évident que tu puisses bouger parce que quand tu finis 3 semaines de traitement intensif, tu es fatigué, mais il faut quand même sortir, vaquer à d'autres choses. À d'autres choses. Et donc, du coup, ça doit perturber vos activités, évidemment. l'école et tout le reste. Tout, oui, c'est comme ça. Durant tout mon cursus scolaire, depuis, j'ai eu mes menstrues quand j'étais en 5e. Ouais. Depuis ce moment-là, jusqu'à ce que je finisse mon master à l'université, ça a toujours été le cas. Il y avait des semaines où je disparaissais totalement des cours, je revenais après, les compositions, il fallait rattraper. Bon, ça a toujours été le cas. Donc on finit par s'y habituer, on essaie de voir comment faire.
tu commences le traitement bien avant la date. Tu ne t'arrêtes pas en fait de prendre des médicaments pour pouvoir supporter, sortir comme tout le monde. Comme tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut dire maintenant que vous en êtes guéri, c'est ça? Non, justement, c'est là le bas blesse. On n'en guérit pas. On n'en guérit pas, même malgré la chirurgie. Il y a des récidives. C'est possible. Le médecin l'a dit, mardi l'a dit, on soigne la maladie. On calme pour pouvoir supporter la douleur, puisque les derniers moments, déjà vers la fin de l'année 2017, je ne pouvais plus sortir parce que c'était les douleurs, la diarrhée, le vomissement, puisque ça s'est étendu à d'autres organes. Il y avait des adhérences, tout ça, donc je ne pouvais plus sortir du tout. C'était tout le temps comme ça. Donc, ça empêche de faire quoi que ce soit. Mais vous avez fait une opération chirurgicale. Oui. Ça n'a pas réglé le problème. Non, pas totalement. On n'a pas pu tout enlever. Malgré l'opération, ils n'ont pas pu tout enlever. Il fallait enlever quoi? Les cellules, les noyaux endométriales, il fallait les enlever pour que je puisse au moins avoir une vie comme tous les autres. On n'a pas pu tout enlever? Non. Et vous vivez comment aujourd'hui? Toujours avec les douleurs ou... Oui, toujours avec les douleurs, mais elles sont plus aussi intenses qu'avant. C'est ce qui me permet d'être là avec vous aujourd'hui, par exemple. Et quelles sont aujourd'hui vos chances de faire un enfant? Est-ce que le médecin l'a garanti? Parce qu'il paraît que ça fait partie également des causes d'infertilité. Oui, ça fait partie des causes d'infertilité, mais ce n'est pas dans tous les cas. J'ai encore toutes mes chances d'avoir des enfants selon le médecin. Selon le médecin. Et l'entourage, face à la situation, est-ce que dans votre famille, les parents vous ont confirmé peut-être qu'il y a des soeurs ou des parentes à vous qui ont souffert de la maladie ou vous êtes la seule? J'ai pas de soeur qui en a souffert, mais quand j'ai essayé de creuser un peu par moi-même, j'ai une tante, je n'ai pas vérifié si c'est vraiment l'endométriose, mais elle a tous les symptômes. J'ai une tante un peu éloignée, mais elle a tout ce qu'il y a comme symptômes de l'endométriose. Et comment vous vivez aujourd'hui et quels conseils avez-vous aujourd'hui à donner à ces dames? Parce qu'elles sont nombreuses à suivre, l'a dit tantôt, vous avez décidé de rompre le silence. Quels conseils avez-vous à donner à ces dames-là qui souffrent de la maladie? Parce que comme ça, par rapport à l'intimité de la femme, on n'expose pas ça souvent. On vit la douleur en silence. Il vaut mieux en parler pour pouvoir, ne serait-ce qu'un tout petit peu arranger son... C'est douloureux de vivre comme ça, de ne pas pouvoir travailler, de commencer un truc et de devoir laisser tomber pour des jours avant de recommencer. Donc, il vaut mieux en parler, voir son médecin pour avoir une vie comme tout le monde, pouvoir sourire, sortir, aller voir des amis. C'est des petits trucs, mais que nous ne pouvons pas faire. Toutes celles qui en souffrent savent ce que je dis, on ne peut pas le faire. Tu peux décider tout de suite de sortir, mais 30 minutes après, tu ne peux plus, tu es là, tu pleures, tu es couché. Donc, il vaut mieux en parler pour se donner des chances de vivre comme tout le monde et pour ne pas tomber dans la dépression au point de se suicider. Jusqu'à ce point. Et surtout, il faut préciser qu'il faut éviter également l'automédication. Avec les tisanes, beaucoup plus, elle a dit tantôt, ça pourrait aggraver la situation. Mais merci beaucoup à vous, Rosita Nodé. Oui, mais à ce jour, vous n'avez pas, il faut notifier qu'il y aura un forum de 52 minutes consacré à la chose. On aura certainement, Mme Adigoun, sur le plateau, un médecin gynécologue pour aller plus en détail sur le sujet. Vraiment, merci beaucoup pour votre courage. Je vous en prie. Et nous vous disons davantage de courage, vraiment. Merci. Et vivement des thérapies qui vraiment permettront aux patientes vraiment de s'en sortir de façon définitive. Merci à vous, à très très bientôt. Ce sera tout pour Nature et Bien-être, le grand rendez-vous qui tire également cette édition, bien sûr, vers sa fin. Pour le moment, nous allons jeter un coup de regard, le dernier, le deuxième, sur le tableau météo avant de partir.
Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Ce sera donc tout pour ce numéro du Grand Rendez-vous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Mais n'oubliez surtout pas de retrouver toute l'équipe avec en lead Agnat Onifadebelo demain à 19h00 pour un nouveau programme, une nouvelle édition bien sûr du Grand Rendez-vous. Portez-vous bien, passez une très bonne soirée sur BB24 à 21h, le Forum du jour. Ciao.